Bon. Paul, est-ce que tu te sens prêt à démarrer ? Je suis complètement prêt. Alors, si vous voulez, je vais vous présenter très rapidement Paul Sercu, qui nous vient de Belgique et qui va entamer pour nous cet après-midi de présentation par des experts en retour d'expérience de leurs travaux, de leur expérience en cabinet. Donc Paul, c'est un kiné, ostéo, fasciathérapeute de la première heure, qui a ouvert la première école de formation à la fasciathérapie en Belgique et qui a par ailleurs aussi fondé l'école du dos. Voilà, et c'est grâce à lui qu'on doit la reconnaissance de la fasciathérapie en Belgique. Merci Paul. Voilà. Donc, en fait, je veux vous parler de l'hypermobilité. Donc, l'hypermobilité, c'est un problème qui est découvert assez récent, parce qu'on connaît les cas graves comme la maladie de Marfan, le Ehlers-Danlos, mais il y a toute une échelle de gradation. On invite Catherine Lafargue sur le podium. Catherine, bonjour. Catherine est kinésithérapeute, fasciathérapeute avec un DU en fasciathérapie et en somato. Et elle est spécialisée dans la rééducation de la main. Et elle applique cette spécialisation, entre autres, dans une clinique orientée à un institut qui lutte contre la douleur. Voilà. Merci donc de m'avoir invité pour parler de la place de la fasciathérapie dans les traumatismes complexes de la main. Donc la main complexe, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on a au moins 3 éléments nobles lésés, c'est-à-dire tendons, muscles, plaies vasculo-nerveuses et os. Donc on va avoir des énormes délabrements des membres supérieurs. Le traitement du syndrome douloureux régional complexe, on a l'œdème, la douleur et le stress, mais on a de quoi faire dans les protocoles. Non ? Ah, une question. En fait, c'est pas une question, mais je voudrais féliciter Catherine Lafargue parce que c'est une des premières et encore presque une des seules à avoir introduit la fasciathérapie et s'être intéressée aux surfaces de glissement depuis que je la connais et je l'en félicite et la remercie. Merci encore, Catherine. Alors, on invite Christophe Roman. Donc, Christophe. Bonjour Christophe. Donc, Christophe est ingénieur, chercheur. Il a fondé le Centre du mouvement à Toulouse. Il est fasciathérapeute, ostéo. Et le but de la conférence, là, en fait, c'est un peu l'inverse de ce qui a été fait tout à l'heure. C'est comment on peut recréer des rides. En fait, c'est-à-dire, c'est affreux quand on a des rides, on se trouve moche. Quand on n'a pas de rides d'expression, c'est terrible parce qu'on peut pas communiquer. Et après, la dernière partie, c'est continuer à ressentir des émotions positives, parvenir à exprimer les émotions. Merci, Christophe. Chez nous, c'est Martine Denardi. Bienvenue. Et je ne sais pas si je dois encore introduire Martine. Martine, qui est infirmière, kinésithérapeute, tout le monde connaît Martine, et qui est fasciathérapeute de la première heure. Elle faisait partie d'une des premières promos. Voilà, beaucoup d'expérience là. Martine a développé l'art martial sensoriel, mais ce n'est pas le thème de sa présentation aujourd'hui. Mais elle a aussi développé plusieurs formations pour des sages-femmes et tout ce qui est autour de la périnatalité, c'est son expérience. Donc Martine, merci de nous partager ça. Déjà, je suis vraiment honorée de participer à ce premier congrès de fasciathérapie international et de vous présenter la gymnastique sensorielle des fascias en périnatalité. C'est important, il y a peu d'études sur la relation materno-fétale chez des mamans en bonne santé. Il y en a plus
en pathologie et chez les femmes avec des addictions. Plus précisément pour l'étirement et le rassemblement du fascia durmérien. Ça va équilibrer les grands systèmes du corps maternel, neurovégétatif, neuro-endocrinien, neurovasculaire. Merci. Merci beaucoup, Martine. Merci de votre écoute. Je te laisse. On invite Marielle Jean. Donc, je vous présente Marielle Jean, qui est sage-femme, qui est en formation de fasciathérapie, mais qui est somatopsychopédagogue depuis longtemps, et qui est aussi spécialisée dans la relation materno-fétale, et qui va donc nous partager son expérience. Merci. Merci beaucoup de m'avoir permis de prendre la parole là aujourd'hui. Donc, je vous propose qu'on continue un petit peu ce que Martine a déjà bien avancé là aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler de l'influence du toucher de relation en fasciathérapie sur les manifestations comportementales maternelles. Nous avons réparti en 2 groupes, un groupe de patientes accompagnées en fasciathérapie et un groupe contrôle qui n'a pas été accompagné. Et donc, vous voyez que dans cette partie-là, c'est les mamans qui ont été initiées, on va dire, pendant la grossesse à la fasciathérapie. Et on voit très nettement que déjà, même si c'est dans des quantités différentes, elles ont toutes comme toucher favori le toucher main à plat, à intégrer dans les programmes de prévention pour améliorer la sensibilité des parents afin de modifier leur comportement. Je vous remercie. Ça donne de l'espoir pour l'humanité. Dernière experte qu'on invite sur le podium est Lise Rousselière, je pense, qui nous vient de La Réunion, qui est fasciathérapeute et sexothérapeute à médiation corporelle et qui est spécialisée dans la rééducation périnéale. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous confier en fait ce qui a émergé de ma pratique en tant que fasciathérapeute et sexothérapeute, et je vais également vous confier quelques retours de patientes afin d'illustrer mon ressenti. Donc l'expérience professionnelle, en tout cas moi, ce que j'en ai ressenti et ce que je peux voir de la relecture des dossiers que j'ai sur ces 2 dernières années. Donc les patientes disent ne plus ressentir leur corps avec une perte de désir et souvent elles sont fatiguées de douleur parce que quand elles arrivent, elles viennent me voir, c'est quand même une grande errance médicale dans la sexualité, c'est un peu compliqué. Ah mais mince. Donc l'étude de terrain, je suis partie sur 15 dossiers sur ces 2 dernières années. J'ai envoyé à mes patientes un petit questionnaire en ligne sur le avant-après séance. Merci. Merci beaucoup. Merci Lise. On a choisi, il y a un domaine qui a participé grandement à la médiatisation de la fasciathérapie, c'est le sport. Donc je vais vous présenter, vous avez d'abord vu Isabelle Joschke, qui est navigatrice solitaire. On a ensuite Yann Chaussinan, que vous avez vu... allègrement et avec facilité lancer cet engin que je ne vous conseille pas de lancer, pour les autres et pour vous-même. Ensuite, je suis très très heureux d'accueillir Cécile Traverse, qui est... Donc elle est docteur en STAPS, elle a fait sa thèse de doctorat avec une option psychologie, elle est depuis 20 ans dans la préparation mentale des sportifs, et la préparation à la performance, et Philippe Rosier, que vous connaissez, qui représente un petit peu la science, en tout cas pour la fasciathérapie, puisque fasciathérapeute, kinésithérapeute, il a eu une carrière de kinésithérapeute de l'équipe belge de football, manager santé et performance de la Fédération belge de football. D'abord, une question à vous 4. Comment s'est fait votre rencontre avec la fasciathérapie ? Quand j'ai débuté ma carrière, j'ai eu la chance de tomber dans une structure qui faisait travailler un fasciathérapeute.
c'est impossible d'ignorer la personne, puisque vous êtes toujours dans cette globalité. Alors que dans le sport de haut niveau, on est toujours en train de vouloir chercher à leur donner le sentiment qu'il n'y a qu'une identité possible pour réussir, l'identité d'athlète. J'en suis venu à la fasciathérapie parce que je traînais avec un problème au mollet depuis 2-3 ans et personne n'avait vraiment réussi à trouver ce que j'avais, et où j'en ai vu les effets bénéfiques sur bien plus que un problème chronique, que ça soit sur la récupération, que ça soit sur la sensation, l'écoute de soi, d'apprendre à se connaître. Je traitais mon corps comme une machine, je lui faisais beaucoup de mal et j'étais pas loin du burn-out. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve des ressources pour me reconnecter à moi. Je crois que c'est dans le mouvement sensoriel que j'ai vraiment reconnecté immédiatement avec mon corps, avec mes profondeurs, avec ma présence. Donc c'est une méthode qui m'a accompagnée à la fois dans ma vie et dans mon métier, parce que pour moi finalement c'est un ensemble. C'est difficile de dire j'ai mon métier d'un côté, j'ai ma vie de l'autre. Dans le sport de niveau, il faut être adaptable, il faut s'adapter aux circonstances qui changent tout le temps. C'est magnifique ce que vous avez fait. Le doctorat m'a amené à faire un passage de plutôt être assez structurel dans mes approches du sportif vers, comme Cécile a dit, vers la personne qui est derrière le sportif et l'aspect somatopsychique. Un sportif de haut niveau, il pousse ses limites tous les journées, tout le temps, il dépasse soi-même. Et quand le corps va mal, l'esprit, le psychisme va mal. Pendant 3 ou 4 heures, il y avait des débats entre des scientifiques qui disaient que c'était plutôt le corps, il y en a d'autres qui disaient que c'était le psychisme. Et il y avait les recteurs qui clôturaient les débats en disant écoutez, si vous étudiez un corps sans tenir compte du psychisme, vous étudiez un cadavre. Et si vous étudiez le psychisme sans tenir compte du corps, vous étudiez un fantôme. Et donc, si vous voulez étudier le vivant, il faut étudier le psychisme et le corps en même temps. Merci, on peut les applaudir. Merci d'être venus.